reçoit ce soir Sébastien Levionnois, qui est chercheur en agroécologie au CIRAD, membre de l'association des greniers d'abondance et de la sécurité sociale alimentaire. Donc il va vous parler de quelque chose qui devrait vous préoccuper, à savoir de la sécurité alimentaire. Et je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Je vous préviens, donc je pars pour une petite heure, c'est assez dense, je m'excuse d'avance, ça casse un peu la tête, mais l'enjeu c'est pas que vous reteniez tout, c'est vous montrer à quel point justement l'alimentation est un sujet complexe qui touche à plein de choses, plein de dimensions, environnementales, écologiques, sociales, économiques, sanitaires. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais qu'on parcourt et que vous reteniez. Du coup, oui, donc moi j'interviens ce soir en tant que membre bénévole de l'association des greniers d'abondance que je vais présenter juste après. Et comme disait Luc, par ailleurs, voilà, je suis chercheur dans ce domaine-là au CIRAD, pas loin sur le site d'Agropolis. Et je suis un peu... Ça me fait bizarre d'être ici parce que la dernière fois que j'étais dans cet amphi, c'était pour des partiels. C'était il y a une dizaine d'années, donc ça fait bizarre de se retrouver à cette position. Je pensais que ça allait être à l'amphi Polytech, donc c'est une chouette surprise. C'est parti, si vous voulez bien. Donc une présentation qui va porter sur les systèmes alimentaires. Qu'est-ce que c'est un système alimentaire? On va voir. Et globalement, voilà, la sécurité alimentaire en France et globalement dans les pays industrialisés et en quoi elle n'est pas promise dans les années à venir si on ne fait pas de grandes transformations. Pour commencer, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que ce bâtiment? Bon, on a mis le titre. C'est un bâtiment qu'on retrouve sur les quais de la Saône à Lyon et qui a un grenier d'abondance, donc d'où on tire le nom de notre association. Et pour nous, c'est un bâtiment qui, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, servait à stocker du blé en grande quantité. Ce bâtiment-là, il permettait de stocker du blé pour alimenter la population en cas de pénurie sur une petite année, et qui était géré par la puissance publique locale. Et donc ce bâtiment, pour nous, est un symbole d'une époque où l'alimentation était vraiment un enjeu, un sujet des pouvoirs publics, de l'action publique. La sécurité alimentaire était une des grandes missions que devait assurer le pouvoir public. Et on va voir au cours de la conférence que c'est quelque chose qui est moins le cas et contre lequel on lutte, si je puis dire, dans l'association et qui pose plein de problèmes. Donc l'association, très rapidement, c'est une association nationale. On n'est pas basé sur une ville en particulier. Elle a été fondée en 2018. On a trois activités principales, de la recherche-action, où notamment on fait de la synthèse sur ce qu'est les systèmes alimentaires, les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les transformer. On a notamment synthétisé nos travaux dans deux grands rapports ici, que j'aurai l'occasion de présenter plus en détail. De la sensibilisation à partir de ces ressources-là, donc c'est ce que je fais là, de la sensibilisation grand public auprès d'étudiants, d'étudiantes ou auprès de collectivités territoriales. Et on fait aussi développe des outils auprès des collectivités territoriales comme Cratère. Donc ça, c'est un outil libre d'accès qu'on a développé et que j'aurai l'occasion de présenter par ailleurs, mais voilà, qui permet de calculer pour un territoire, une commune, une communalité, enfin une collectivité de communes, un département, une région, des indicateurs de sécurité et de résilience alimentaire à partir de bases de données publiques. Et on fait un petit peu d'accompagnement de collectivités aussi. Et on est une association qui fait partie je ne sais pas si ça vous parle, mais de gros collectifs nationaux. Le collectif Nourrir, qui était le collectif pour une autre PAC avant, maintenant qui s'appelle pour collectif Nourrir, qui rassemble une soixantaine de structures, d'associations, de coopératives, etc., d'entreprises, et qui fait du plaidoyer à l'échelle nationale pour notamment sur des outils législatifs pour transformer le système alimentaire. Et on fait partie du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, mais ça, j'aurai l'occasion de bien m'y pencher plus tard. Donc voilà le sommaire, aussi grosse partie.
où je vais vous présenter donc, le concept central de la présentation, le système alimentaire, qu'est-ce que c'est, les défaillances et les vulnérabilités que nous rencontrons aujourd'hui au niveau de ces systèmes-là, donc un peu un état des lieux. C'est pas la partie la plus fun, mais bon, c'est un passage obligé. Vers où on peut aller, quelle grande transformation on peut envisager pour enrayer ces défaillances et ces vulnérabilités, les obstacles et les verrous à surmonter qui font que ces transformations, même si on les connaît en théorie, elles ne se font pas d'elles-mêmes, et voir les leviers d'action, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à différentes échelles nationales et territoriales. Et donc, ouais, je ne sais pas si... Oui, c'est clair, ouais, c'est 1 heure de présentation, après il y aura des questions. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'un système alimentaire? Pour ça, on va juste parcourir un produit relativement connu, relativement simple, issu de l'industrie agroalimentaire, et voir qu'est-ce qu'il implique pour sa fabrication. Et donc pour commencer, il faut du yaourt, ou en tout cas des produits à base de lait écrémé, de crème, de poudre, et ça on va l'avoir grâce à des activités d'élevage, notamment d'une race qui a été très sélectionnée, la Prime Holstein, en France pour maximiser la production de lait, et qui elle-même va être dépendante de plusieurs productions végétales. Donc ça va être un mélange de céréales et d'oléagineuses, environ 3 tonnes par tête et par an, et qui vont être cultivées sur des systèmes en monoculture très productivistes et qui vont nécessiter des engrais et des pesticides pour être contrôlés, et de la motorisation, de la mécanisation. Après, en aval, le lait va être collecté dans des laiteries, voilà, avec déjà des formats industriels où les vaches sont alignées, et puis acheminé par camion dans des grandes unités. Ensuite, on continue à parcourir nos ingrédients. Il nous faut des fruits, donc en l'occurrence des fraises. Généralement, elles sont issues d'autres pays. Il faut savoir qu'en France, on importe 50% des fruits et légumes qu'on consomme. Et donc, dans des unités de production, pareil, à dimension industrielle, hors sol, comme ici, qui vont être très intenses en matériaux, très rationalisés. Pareil, engrais pesticides pour contrôler les cultures, et en aval pour la collecte. Voilà, une forte rationalisation, division du travail. Donc comme je disais, oui, beaucoup d'importations en France, et notamment des pays du Sud, Maroc et Espagne, dans cette région-là, à côté de la ville d'Almeria. Donc ici, c'est une mer de serre qui fait la superficie de Montpellier. Voilà à quoi ça ressemble, c'est une photo de Yann Arthus Bertrand. Dans une région en l'occurrence qui est très sèche, donc qui pose des gros conflits sur l'usage de l'eau, et qui repose beaucoup sur la main-d'œuvre immigrée, non déclarée, etc. Ensuite, on continue à parcourir les ingrédients. Il nous faut du sucre, et là encore, même logique, on est sur des systèmes agricoles très intensifs, avec mécanisation, motorisation, engrais, pesticides, et des industries spécialisées en aval. Du jus de carotte, pareil, donc production intensive, mécanisation, engrais, pesticides, et industrie adaptée en aval pour collecter le produit, que sont les légumeries. De l'amidon transformé de maïs, donc là pareil, des cultures de maïs, engrais, pesticides, motorisation, industrie adaptée en aval, que sont les amidonneries. Des épaississants, même si ça paraît plus anecdotique, mais c'est les mêmes logiques. Donc là, c'est de la gomme de Gare qui va être cultivée plutôt au Pakistan, en Inde. Mais pareil, donc monoculture, motorisation, engrais, pesticides et industrie adaptée en aval. Des caragédanes, là ce sont des algues qui sont cultivées en Asie du Sud-Est, mais il n'empêche, même logique. Culture intensive, mécanisation, engrais, pesticides, industrie adaptée en aval. Et on finit avec des arômes issus de l'industrie pétrochimique. Donc on a vu, pour produire un produit simple en apparence, en fait on récupère des ingrédients de base qui viennent quasiment de tous les continents, donc sur des distances géographiques très importantes, qui vont nécessiter énormément de transport, longue distance, et qui vont finir au final dans l'usine de production alimentaire de yaourt, où tous les ingrédients vont être assemblés, et puis redispatchés vers des unités des centrales de distribution, où en fait différents produits de l'industrie agroalimentaire arrivent, du lait, de la viande, etc.
Donc là, c'est l'une des plus grandes d'Europe, à côté de Grenoble, et il repart dans des semi-remorques et ça finit dans ce qu'on connaît dans les rayons de supermarché. Donc ce qui est donné à voir de notre système alimentaire aujourd'hui, ça va être plutôt ça. On récupère le yaourt en supermarché. On a idée qui vient d'industrie en amont, parce que des fois on voit derrière les supermarchés les semi-remorques alignées. Et après on utilise notre véhicule pour acheminer nos produits au domicile qui vont être consommés de différentes manières. Mais en fait, cette organisation cache en fait un système beaucoup plus complexe, voilà, avec un réseau d'interaction de différents acteurs, différentes activités, mais qui ne sont pas donnés à voir, sur différents continents, etc. Donc conceptuellement, voilà ce que j'aimerais que vous reteniez, le système alimentaire, ça va être, comme on a vu au travers du yaourt, l'ensemble des activités qui vont concourir à la production de notre alimentation. Et en fait, c'est assez complexe, c'est assez divers. On a souvent idée, du coup, de cette image d'Épinal de la production agricole avec la ferme, le champ. Donc bien sûr, ça compte. Mais il y a plein d'autres activités qui sont fondamentales, comme tout ce qui va être production des intrants agricoles, les semences, les engrais, les pesticides, l'énergie, dont est très dépendante notre agriculture, on le verra, l'eau, tout ce qui est en amont, toutes les politiques foncières et agricoles qui vont avoir de lourds impacts sur comment on produit et comment on ne produit pas, qu'est-ce qu'on produit pas. Et en aval, comment on transforme, comment on distribue, comment on consomme, que ce soit en domicile ou dans la restauration, etc. Souvent, quelque chose qu'on oublie, c'est les déchets, leur gestion ou leur non-gestion. Puisque une grosse proportion de ces déchets, ce sont des déchets alimentaires, et entre tous ces maillons, du transport et de la logistique. On peut aussi définir le système alimentaire comme un ensemble d'acteurs en interaction qui correspondent aux activités qu'on vient de voir, voilà, avec les entreprises de l'agrofourniture, les exploitants, les salariés agricoles, bien sûr, tous les salariés de l'industrie agroalimentaire qui sont beaucoup plus importants que les salariés agricoles. Les grossistes, les entreprises de fret, de la grande distribution, les ménages et les entreprises de restauration, etc. Et tout un tas d'acteurs qui sont moins donnés à voir, plus dans le tertiaire, mais qui ont aussi leur importance dans le pilotage du système alimentaire, que vont être les marchés, les banques, les coopératives, les syndicats, etc. Donc voilà. Truc important à retenir, le système alimentaire, ou agri-alimentaire des fois on dit, c'est l'ensemble des activités, un ensemble d'activités et un ensemble d'acteurs. Et donc dans l'histoire et dans l'espace, il y a une diversité de systèmes alimentaires. Nos systèmes alimentaires en France ne sont pas les mêmes que ceux aujourd'hui que ceux qu'il y avait au Moyen-Âge, ou ils ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir au Burkina Faso. Donc il y a différentes structures de systèmes alimentaires. Moi je vais principalement parler d'une configuration particulière de système alimentaire, c'est ce qu'on appelle les systèmes agro-industriels, ou le modèle agro-industriel qui est dominant en France et globalement dans les pays industrialisés, et qui est caractérisé par trois points. L'utilisation intensive des intrants, donc engrais, pesticides, irrigation. Une forte spécialisation, que ce soit une spécialisation qu'on pourrait appeler horizontale, enfin, trois types de spécialisation. Une spécialisation territoriale, par exemple la Bretagne qui est fortement spécialisée dans l'élevage porcin. Une spécialisation horizontale par filière, voilà, une filière lait, une filière bovin, etc. Et une spécialisation verticale où au sein des filières, on va avoir un fort découpage, une segmentation des activités, par exemple l'élevage en champ pour du porc, l'activité d'abattage, l'activité d'emballage de la viande, etc. Et concentration économique, voilà, dans notre système économique, cela concourt à une forte concentration économique des acteurs. On aura l'occasion de le voir plus tard. Voilà, on a quelques acteurs qui concentrent d'énormes parts du marché, de grandes masses salariales, etc. Et tout cela qui concourt à un grand objectif, c'est celui de la productivité, maximiser la productivité, et qui n'est pas forcément aligné avec l'objectif qu'on pourrait croire
primaire d'un système alimentaire qui est de celui de sécuriser l'alimentation, rendre disponible et accessible l'alimentation pour toutes et tous. Et ça aussi, on aura l'occasion de le voir. Ça, je skip. Donc, deuxième partie, on va voir en quoi notre système alimentaire aujourd'hui est défaillant, pose un certain nombre de limites, et en quoi il n'est pas durable. Et notamment selon 5 grandes dimensions, sanitaire, sociale, environnementale, économique et politique. Donc, d'abord, d'un point de vue environnemental, nos systèmes alimentaires concourent à la dégradation des milieux. C'est la principale force de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. 80% de la déforestation, c'est parce que, d'abord, on produit de la nourriture. On coupe les forêts avant tout pour produire de la nourriture à l'échelle mondiale. Les émissions de gaz à effet de serre, le système alimentaire, c'est un tiers des émissions à l'échelle mondiale, un quart en France. Donc c'est un objet fondamental pour penser le changement climatique, son adaptation et sa mitigation. Des pollutions plus locales aux engrais et pesticides, par exemple ici, donc c'est les marées vertes qu'on a par exemple sur les littoraux de Bretagne avec la saturation des milieux en engrais azotés qui permettent le fort développement d'algues et qui asphyxient les milieux. Ou la pollution au plastique, on a les océans qui commencent à être saturés en plastique. Voilà, à l'échelle mondiale, 400 000 tonnes produits en 2016 de plastique, dont un quart ont pollué les terres, rivières et océans. Et je n'ai pas de chiffres, mais on devine qu'il y a une grande part de ces plastiques-là qui sont issus du système alimentaire, d'emballage alimentaire. Toujours sur l'environnement, mais plus sur le volet épuisement des ressources, bien sûr, on a un système alimentaire, on aura l'occasion d'y revenir, mais qui est très dépendant et consommateur d'énergie fossile et de sol. De l'eau aussi, 50% de la consommation sur l'année de l'eau en France, c'est pour l'agriculture, avec un pic à 80% l'été, avec l'étiage des ruisseaux et des rivières et des fleuves. Et épuisement des ressources halieutiques, avec une forte baisse de la part des poissons exploités durablement ces dernières années. Autre dimension de la durabilité qui est atteinte, c'est la dimension sanitaire de la santé, avec un système alimentaire qui est plus ou moins directement responsable de malnutrition, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la France. Donc avec d'un côté de l'insécurité alimentaire, donc du manque, 2,4 milliards de personnes à l'échelle mondiale qui sont en situation de manque, qui ne mangent pas suffisamment quantitativement ou qualitativement, et 770 millions qui sont sous-alimentés. Un quart des Français qui se déclarent se restreindre sur la quantité de ce qu'ils mangent aujourd'hui en France. Et de l'autre côté, du surpoids. 2 milliards d'adultes en surpoids à l'échelle mondiale, 650 millions en situation d'obésité, et à l'échelle de la France, c'est des chiffres que l'on retrouve. Donc à l'échelle mondiale, on a la moitié de la population qui est en malnutrition, soit pas assez ou soit trop. Sur le volet des problèmes sanitaires, bien sûr, on a tout ce qui est intoxication aux pesticides, où c'est des choses qui sont bien documentées et avérées pour les agriculteurs. On estime 44% des agriculteurs par an sont intoxiqués à cause des pesticides. Et il y a plus en plus d'indices probants qui montrent que c'est des choses qui atteignent les consommateurs. Et des intoxications alimentaires plus ponctuelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec le scandale qu'il y avait pu avoir avec la lasagne en France, mais il y en a eu plein d'autres. Troisième dimension d'atteinte de la durabilité des systèmes alimentaires, c'est le volet social. Donc on a un système alimentaire, bon, bien sûr, qui est encastré dans un système économique, mais qui génère ce qu'on appelle de la précarité alimentaire, donc qui est liée à la malnutrition, mais qui est beaucoup plus complexe, on va le voir. Donc, par exemple, c'était 8 millions de Français et de Françaises qui avaient recours à l'aide alimentaire au moment du Covid. Aujourd'hui, ces chiffres sont un peu redescendus. On estime quelque chose de l'ordre de 5 millions. Mais voilà, on est quand même sur des ordres de grandeur de 7-8% de la population française qui ont recours à l'aide alimentaire. Et c'est des chiffres, une tendance qui continue à s'accélérer, enfin à augmenter. Peut-être, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a eu cet appel aux dons des Restos du Cœur, puisqu'ils ne pouvaient pas répondre à toute la demande qu'ils recevaient.
Et cette précarité alimentaire, donc, elle est problématique à plusieurs endroits. Déjà, l'aide alimentaire, en fait, c'est devenu... ce qui voulait être un dispositif d'urgence, c'est devenu une composante, une filière intégrée du modèle industriel. On l'associe à la lutte contre le gaspillage, à la gestion des déchets, ce qui est violent et dégradant en fait, pour les populations qui ont recours à cette aide, parce qu'on les associe, on vous donne ce qui pouvait être associé à du gaspillage. Et c'est plein de coûts invisibilisés sous l'étiquette de dons. En fait, derrière, c'est des déductions d'impôts pour les entreprises agroalimentaires qui font ces dons. Donc, c'est des coûts qui sont reportés sur le contribuable. C'est beaucoup de bénévolat pour faire tourner les associations, les Restos du Cœur, Action contre la faim, Secours catholique, Secours populaire, ce genre de choses. Sur lesquels voilà, se basent aussi les entreprises. Et on est arrivé à une situation où ça s'est institutionnalisé. L'État se décharge complètement sur ces associations-là pour remplir cette fonction. Mais vu que c'est le seul acteur qui fait ça, donc on est arrivé à une situation de verrouillage où c'est compliqué de changer les choses, malgré tous les problèmes que cela pose. Enfin, ce que je vais vous détailler ici, ça reste une fonction essentielle à court terme. Il y a des gens qui sont en situation d'urgence dans le quotidien pour accéder à de l'alimentation. Mais ce n'est pas une solution durable et satisfaisante, loin de là. Et notamment parce que l'aide alimentaire pose des problèmes de ce qu'on pourrait appeler de violence alimentaire. C'est des concepts qui ont été théorisés par une collègue, Bénédicte Bonzi. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais avoir recours à ce dispositif-là, ça pose plein de violences, des préjudices physiques. C'est souvent excusez-moi du peu, mais de la merde qu'on se retrouve à consommer dans ces systèmes-là. Et donc, ça a un impact sur notre santé physique, sur notre corps, etc. C'est assez humiliant et stigmatisant de se retrouver en position de demandeur. Ça devient un marqueur de déclassement. Voilà, on pouvait se juger dans les catégories moyennes, mais on se retrouve voilà, assigné pauvre. On est frustré parce que ça génère beaucoup de frustration parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est dans une société où la nourriture abonde, où il y a des signaux partout. Quand on va en ville, il y a les vitrines, il y a la publicité, mais on n'a pas accès à cette nourriture-là. Il y a des situations d'intimidation et de violence entre les bénéficiaires le soir à la distribution, etc. Quand on est mère de famille, ça peut être problématique. C'est de la menace quotidienne. On ne sait pas si on va pouvoir manger demain, on ne sait pas si on va pouvoir faire manger ses enfants demain. La culpabilité aussi, report de la faute, surtout dans notre société. Si je suis dans cette situation-là, c'est de ma faute, c'est que je n'ai pas fait le nécessaire pour... Et donc tout ça cumulé fait que c'est des situations qui dans le quotidien sont difficiles à vivre. Donc là, on a vu la précarité alimentaire pour la dimension sociale. Là, c'est parler de la précarité du travail. On est sur des systèmes alimentaires qui reposent beaucoup sur de la précarité dans le travail, ou des emplois précaires du moins. La situation des agriculteurs est bien connue, c'est la catégorie socio-professionnelle la plus en détresse dans notre société, avec une forte prévalence de suicides, les salaires les plus faibles, qui partent le plus tard à la retraite, qui travaillent le plus, jusqu'à 60 heures par semaine. Mais en fait, du travail précaire, on en trouve dans toutes les chaînes, dans tous les maillons du système. Du travail immigré qui n'est pas visibilisé dans les abattoirs, les chaînes d'abattoirs qui, d'un point de vue psychologique, sont difficiles à vivre. Toutes les chaînes hyper rationalisées, le hard discount, tous les fast-foods, on va retrouver des techniques de management très serrées, si je puis dire. Les coursiers, type Deliveroo, etc., c'est un emploi qui a émergé récemment, mais c'est une énorme masse salariale qui fait partie du système alimentaire et qui sont des emplois très précaires avec peu de sécurité. C'est un endroit aussi dans le système alimentaire où il y a des fortes inégalités du partage de la valeur ajoutée. Ici, vous avez sur 100 € de valeur ajoutée dans l'industrie agroalimentaire, la part qui revient aux agriculteurs, donc environ 6%, ce qui est assez ridicule. Et donc des pouvoirs de négociation derrière qui sont assez inégaux. Sur les coûts économiques très concrets, c'est des choses qui commencent à être de plus en plus chiffrées. Tout ce qui va être pris en charge au niveau de la sécurité sociale, de la santé,
Diabète, obésité, alimentation déséquilibrée, voilà, ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. L'aide publique par les subventions, 14 milliards d'euros par an. Et puis des coûts de traitement des pollutions environnementaux, comme le traitement de l'eau lié à l'utilisation des engrais, etc. Et puis des coûts difficilement chiffrables, comme les émissions de gaz à effet de serre, etc., la destruction de la biodiversité, qui ont des effets très concrets sur l'économie, mais qui sont très disparates. Et des coûts plus abstraits, mais qui sont très concrets en termes de politique et de gouvernance. Donc, comme je l'ai évoqué, on est sur des pouvoirs politiques et économiques concentrés. Politique, parce que le pilotage du système alimentaire se fait essentiellement à l'échelle nationale et européenne, notamment via la PAC, la politique alimentaire commune. Au niveau économique, puisque ce sont des gros acteurs privés, donc des entreprises agroalimentaires qui vont concentrer beaucoup de pouvoir économique et donc politique et donc décider de qu'est-ce qui va être produit, en quelle quantité, etc. Et qui se conjugue avec des phénomènes d'opacité, de manque de transparence et d'impunité. Donc là, par exemple, vous avez représenté la structure de marché schématiquement entre la transformation et la distribution. En amont du système, on a environ 400 000 exploitations agricoles en France. En amont des exploitations agricoles, en aval, 67 millions de consommateurs. Et au milieu, on a 300 entreprises agroalimentaires qui concentrent 85% du marché et 4 centrales d'achat qui concentrent 90% du marché. Et donc on se doute bien que dans de telles structures, ces quelques acteurs ont un pouvoir énorme d'influence, de négociation, à la fois vis-à-vis de l'amont et de l'aval, pour dicter ce qui va être produit, en quelle quantité, dans quelles conditions, etc. Donc voilà, pour en résumer, donc, toutes ces défaillances mettent en lumière derrière en fait un manque de durabilité de nos systèmes, et la durabilité qui peut être définie comme la capacité à se nourrir sans éroder nos conditions d'habitabilité, qu'elles soient sanitaires, sociales, environnementales, économiques et politiques. Ça va ? Deuxième partie un peu relou, et après on souffle un coup. Donc là, on va voir les vulnérabilités du système alimentaire, c'est-à-dire en quoi ces conditions de fonctionnement ne sont pas assurées à l'avenir du fait de menaces extérieures qui sont de plus en plus pesantes sur lui et qui le fragilisent. Avec notamment le dérèglement du système Terre, l'épuisement des ressources et des tensions économiques et politiques. Donc en premier lieu, sur le dérèglement du système Terre, il y a le changement climatique qui est bien avéré, je ne vais pas vous faire la démonstration ici, et qui a déjà des effets concrets sur le système alimentaire. Donc ici, vous avez représenté la production primaire nette, donc végétale, la production agricole totale en France au cours du temps, donc qui augmente depuis la sortie de la guerre avec la Révolution verte, et avec 3 décrochements de la production. Donc 1976, je pense qu'il y a très peu de gens qui s'en souviennent ici dans cette salle de ce qui s'est passé. Ouais, il y a je regarde Luc, mais il y a eu une importante sécheresse. En 2003, vous êtes de quelle année, vous? Ah oui, vous l'avez peut-être pas connu, mais peut-être que vos parents vous en ont parlé. Donc 2003, il y a une grosse canicule qui a pas mal marqué les esprits et qui a eu un effet sur la production. Et en 2016, là on s'en souvient un peu moins parce que c'est moins parlant, mais en fait il y a eu des inondations, d'énormes inondations, et qui là aussi ont conduit à de grosses calamités agricoles. Et à chaque fois, ces pics descendants, ça correspond à quelque chose de l'ordre de moins 20 à moins 25% de pertes de production agricole. Donc les effets du changement climatique sur l'agriculture, c'est actuel. Et ici, vous avez représenté les projections d'évolution d'humidité des sols agricoles en France en 2055 et en 2085, selon un scénario d'augmentation de 3 degrés de température moyenne d'ici à 2100, donc ce qui est un scénario relativement optimiste, vu la tendance actuelle. Et en rouge, en fait, ça correspond à des années normales qui correspondent à ce qu'on a vécu en 2003, qui, elle, était une année exceptionnelle. Donc
Dans la tendance, enfin 2003 en fait, ce qu'on a vécu en 2003 deviendra la norme de plus en plus sur l'ensemble du territoire français, notamment sur les grands territoires de production céréalière comme la Beauce, la Champagne, etc. Et qui ne préjuge pas du coup de ce que pourront être les années exceptionnelles d'ici là. Donc le changement climatique vient peser sur le système alimentaire et notamment en exacerbant les tensions sur l'eau, l'utilisation de l'eau, mais aussi des fois avec des inondations qui viennent produire des calamités agricoles et donc des pertes à la fin de production. Deuxième dérèglement du système Terre, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc ici, vous avez représenté la répartition des mammifères terrestres en biomasse. En vert, vous avez ce qui reste de sauvage, qui représente environ 5% de la biomasse totale. En marron, les animaux d'élevage qui ont été domestiqués par l'être humain. Et en bleu, l'être humain. Et donc on voit ici qu'on a un poids écologique disproportionnel de l'humain et de ces animaux d'élevage sur la biomasse terrestre. Et cette perte de biodiversité, c'est des choses qu'on retrouve sur des plus petits trucs, mais qui ont toute leur importance pour l'agriculture. Pareil, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais voilà, quelque chose de parlant. Il y a quelques décennies, quand on partait l'été en vacances, un des problèmes, c'était de se retrouver avec plein d'insectes sur le pare-brise. Et c'est un problème qui, aujourd'hui, est de moins en moins problématique, si je puis dire. Et ça, ça traduit en fait le fait que cette perte de biodiversité se traduit aussi sur des choses moins visibles, comme les insectes, les oiseaux ou de petits mammifères, voilà, avec des pertes drastiques des populations ces dernières années. Et là où c'est problématique pour la production agricole, c'est que cette biodiversité va assurer ce qu'on appelle des services écosystémiques. Donc les services écosystémiques, ce sont les processus naturels, spontanés, du fait de la présence de la biodiversité, qui vont être des supports pour les activités humaines. Concrètement, ça va être par exemple la pollinisation, avec les pollinisateurs comme les abeilles, qui vont permettre la production de graines, de fruits, etc. Et donc on estime qu'un tiers de la production végétale et agricole est dépendant de la pollinisation pour assurer notre alimentation à l'échelle mondiale aujourd'hui. Donc si on perd ces pollinisateurs, on perd d'importantes productions agricoles. Un autre service écosystémique fondamental, c'est le fonctionnement du sol. Plus un sol est diversifié, plus il a un fonctionnement fort et intéressant pour la production agricole, parce qu'il va permettre une meilleure rétention de l'eau et des nutriments et une meilleure libération des nutriments pour les plantes. Un autre service écosystémique auquel on pense moins, c'est on sait qu'aujourd'hui, que plus un système est diversifié, plus il sera résistant à l'intrusion de bioagresseurs ou de maladies émergentes. Et donc ça, c'est d'autant plus problématique qu'on est dans des systèmes très homogènes, peu diversifiés, et dans un monde de plus en plus ouvert où circulent les maladies et les pathogènes. Et on l'a vu un peu en introduction sur les dimensions de durabilité et de défaillance, mais l'agriculture est l'un des principaux déterminants, avec la simplification des espaces agricoles qui sont de moins en moins diversifiés. On va perdre des linéaires de haies, des systèmes aquatiques, des bandes enherbées, etc. Et avec l'utilisation des engrais et des pesticides. Et l'effondrement de la biodiversité, c'est aussi quelque chose qui se ressent au niveau de la biodiversité cultivée. Aujourd'hui, on estime que l'être humain a domestiqué plus de 6000 espèces et variétés végétales. Mais aujourd'hui, on n'en utilise que très peu, donc 4 espèces qui représentent près de la moitié de la biomasse végétale qui est produite chaque année. Canne à sucre, maïs, blé, riz. Deuxième vulnérabilité, l'épuisement et la dégradation des ressources, notamment énergétiques et minières. Donc on est dans un système alimentaire qui dépend à tous les étages des ressources énergétiques et minières. Bien sûr, on a les tracteurs qui vont être dépendants du pétrole, mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une faible proportion. Il y a un gros pool qui va être représenté par la production des intrants, notamment des engrais. Ici, c'est l'illustration d'une mine de phosphate qui est un des intrants, des engrais essentiels pour la production agricole. Et on sait bien que les mines, donc ça c'est une mine au Togo, sont
les industries parmi les plus polluantes et les plus gourmandes en énergie. Là, c'est une usine de production d'engrais azotés par le procédé Haber-Bosch, où on brûle de grandes quantités de gaz naturel pour concentrer l'azote atmosphérique, le solidifier. Et donc voilà, de grandes quantités de gaz naturel pour produire cet engrais. Bien sûr, toutes les industries agroalimentaires, intermédiaires pour concentrer, séparer les produits agricoles. Le transport à tous les étages, que ce soit par bateau et surtout les semi-remorques. Et puis l'utilisation de la voiture au niveau des ménages, ça fait partie du système alimentaire. On estime aujourd'hui que 90% de la population française au moins est encore dépendant de la voiture pour ses approvisionnements alimentaires, et jusqu'à dans le domicile où nos modes de consommation vont avoir aussi un impact. Et ça, c'est représentatif de l'ensemble de notre société, où quand on regarde le mix énergétique, donc c'est-à-dire la répartition des principales énergies en volume, les énergies fossiles représentent encore 80% du mix énergétique, continue d'augmenter. On met beaucoup la lumière sur le développement des renouvelables, mais ce n'est pas du tout en compensation des énergies fossiles, mais c'est en rajout, en supplémentaire, parce que la production et la consommation de pétrole, de charbon et de gaz continue à augmenter, et notamment le charbon. On a l'impression que c'est une énergie des temps anciens, mais non. Et donc là où c'est problématique, c'est que ces énergies sont limitées, et donc vont être de plus en plus limitantes pour le fonctionnement de notre système alimentaire. Et notamment, c'est des choses qui commencent à se sentir... on a bien senti ces 2 dernières années en quoi le système alimentaire était dépendant d'énergie, même si ce n'était pas pour des causes d'épuisement, mais plus pour des instabilités géopolitiques. Je pense notamment au conflit russo-ukrainien, et qui a été un gros déterminant, qui est un gros déterminant de l'inflation économique qu'on connaît de ces 2 dernières années. Et notamment le pétrole, donc c'est quelque chose qui est bien renseigné aujourd'hui. On a passé ce qu'on appelle le pic énergétique du pétrole, c'est-à-dire le maximum de production qui a été atteint en 2007-2008. C'est-à-dire qu'en 2008, on a produit la plus grande quantité de pétrole conventionnel qu'on ait connu dans l'histoire. Et depuis, cette production de pétrole conventionnel, même si elle diminue doucement, mais elle diminue de manière certaine. Et donc ce sera de plus en plus problématique pour le type de fonctionnement aujourd'hui qu'on a dans nos sociétés. Au niveau de l'épuisement des ressources, on peut parler des terres agricoles aussi qui disparaissent. C'est le premier facteur de production. Si on n'a pas de terres agricoles, ça devient compliqué de produire. Ici, je vous ai mis une illustration. Est-ce que vous reconnaissez? Là, ça va être compliqué. C'est en 1970. Non, 58. Là, c'est le Pérou. Ouais, je suis désolé, ça se voit pas très bien. Mais... Donc c'est la région nord-ouest de Montpellier. Là, on doit avoir ce qui va devenir Grabel. Quelque chose... Et voici aujourd'hui. Donc on voit bien l'explosion urbaine qui vient grignoter les terres agricoles. Et on estime en une quarantaine d'années, il y a 40 ans, la surface agricole utile, donc l'ensemble des sols agricoles représentait 35 millions d'hectares. Et aujourd'hui, on est à 28 millions d'hectares. Donc on a perdu, je ne saurais pas faire le calcul en pourcentage, mais voilà, 7 millions d'hectares sur une quarantaine d'années, c'est un processus qui continue. Et ça, c'est concourant aussi avec la disparition de la population agricole. Donc là, vous avez représenté le nombre d'exploitations agricoles au cours du temps, où à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait 30% de la population active qui était dans l'agriculture, donc c'est vos grands-parents. La plupart de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents en fait, travaillaient dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 3% de la population active et c'est une tendance qui continue. On estime que d'ici 2030, la moitié des agriculteurs et des agricultrices partiront à la retraite, mais que sur cette moitié qui partira à la retraite, la moitié ne sera pas remplacée. Enfin, pour le dire autrement, d'ici 2030, il y a encore un quart
des agriculteurs qui vont disparaître et qui ne seront pas remplacés. Et donc on arrivera forcément à une situation intenable où on n'aura pas suffisamment de personnes dans les champs pour nous nourrir. Et pour finir, des tensions économiques et politiques plus ponctuelles, mais qui ont des effets concrets, comme les conflits armés. Donc on a évoqué le conflit russo-ukrainien, ou des crises sanitaires. Et ça, pour l'anecdote, c'est marrant, on avait fait cette diapo en 2019, donc c'était avant la crise Covid et avant le conflit russo-ukrainien. Donc voilà, il y a deux concepts un peu abstraits, mais qui sont essentiels et qu'on peut appliquer à d'autres systèmes, par exemple les systèmes de transport, les systèmes énergétiques, pour bien comprendre des grands enjeux, celui de la durabilité, la capacité à se nourrir sans défaillance, sans aller taper dans notre capital, et la résilience, qui est la capacité à se nourrir dans un contexte de perturbations multiples et imprévisibles. Donc voilà pour la partie un peu lourde, que je sais être anxiogène, mais c'est notre réalité aujourd'hui, et donc ça nous semble toujours pas évident d'en parler, mais voilà, ça nous semble nécessaire. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de tout cela, et notamment en commençant donc voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut envisager comme futur, comme système alimentaire alternatif pour endiguer ces problèmes de durabilité et de résilience. Et pour cela, en fait, il y a un ensemble de travaux qui sont assez fondamentaux, essentiels pour cela. Qu'on a de prospective, en fait, ça va être des travaux qui vont explorer, enfin modéliser nos systèmes et extrapoler ce qui peuvent être dans le futur. Et ici, donc là, je vous ai mis quelques-uns qui sont assez emblématiques. Donc là, c'est un scénario After 2050 qui a été produit par une association à l'échelle de la France. Le scénario de l'IDRI, TIFA, 10 Years for Agroecology, qui a été produit par un think tank français à l'échelle européenne. Celui-là qui est assez connu, qui a été produit par l'ADEME, c'est pas uniquement centré sur le système alimentaire, mais l'ensemble de notre société, Transition 2050. Et là, un article scientifique. Et il y en a plein d'autres de ce genre de travaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces travaux de prospective sont assez convergents sur les propriétés qui émergent pour résoudre un peu cette équation de maximiser la durabilité et de la résilience de nos systèmes. Donc en gros, l'idée c'est qu'on va formaliser, modéliser le système alimentaire, donc le nombre de bouches à nourrir, qu'est-ce qu'on est capable de produire, quel impact que ça a en termes de gaz à effet de serre, etc. Mettre ça en équation et essayer de bidouiller les paramètres de l'équation pour faire en sorte de trouver les meilleurs compromis voilà, pour nourrir de manière satisfaisante tout le monde sans que ça ait de dégâts. Et il y a trois grosses propriétés qui ressortent de ces travaux-là. Trois grosses nécessités, c'est de faire transition alimentaire, transition agricole et aller vers des systèmes alimentaires territoriaux. Donc je vais dérouler ce que ça implique. En termes de transition alimentaire, ça veut dire manger plus végétal. Ici, vous avez représenté la production française de céréales. Et en fait, sur l'ensemble de cette production, il y a la moitié qui part à l'exportation. Et sur la grosse moitié qui reste, il y en a 60% qui est dédié à l'alimentation animale. Seulement 20% qui est dédié à l'alimentation humaine. Donc sur l'ensemble de la production céréalière de la France aujourd'hui, il y en a 10% qui nourrit la population française. Donc on voit qu'on a énormément de marge dans nos sols agricoles, dans le partitionnement de nos sols agricoles pour l'alimentation humaine. Pour le dire autrement, en fait, il y a une grande part des sols agricoles aujourd'hui en France qui sont dédiés à l'alimentation animale plutôt qu'à l'alimentation humaine. En fait, on a une grande déperdition énergétique en passant par les animaux. Et ce que j'ai illustré ici. Donc ici, vous avez en haut la comparaison en surface nécessaire pour un régime très carné, vs un régime plutôt végétal. Donc, où on va avoir besoin de 4000 m² par personne pour un régime à forte composante de viande
et 2 fois moins pour un régime végétal. Et la même comparaison, mais pour les émissions de gaz à effet de serre. Et on est sur les mêmes tendances où on divise quasiment entre 2 et 3 les émissions de gaz à effet de serre sur un régime plus végétal. Donc, je ne dis pas totalement végétarien, juste manger environ 2 fois moins de viande. Deuxième grande voie de transformation, c'est la transition agricole et notamment généraliser l'agroécologie qui repose sur 3 grands principes où on va préserver les ressources un maximum, le sol, l'eau, le vivant. Par exemple, c'est ce que l'agriculture de conservation s'évertue à faire, ou les couverts végétaux comme pratique permettent. Une sobriété dans l'usage des intrants, voire une absence d'utilisation. Donc c'est ce qu'on retrouve dans l'agriculture biologique qui se passe d'engrais et de pesticides. Et globalement, voilà, une diversification à tous les niveaux pour justement maximiser les services écosystémiques dont je parlais tout à l'heure, qui vont être support de l'agriculture. Voilà, donc en rallongeant les rotations, en faisant des associations d'espèces, de l'agroforesterie, de la polyculture élevage, où sur un même espace, on aura des animaux et des végétaux. Donc ce que j'ai traduit ici, en fait, c'est un continuum, où aujourd'hui, on est plutôt ici sur une agriculture pour sa production qui repose sur des intrants anthropogéniques, donc engrais, pesticides, énergie fossile, pour aller sur une agriculture plutôt basée sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc voilà à quoi ça ressemble. À gauche, c'est l'utilisation de couverts végétaux. L'idée, ça va être de maintenir un couvert toute l'année sur le sol, ce qui va permettre d'avoir un sol plus vivant, de mieux garder l'eau, de mieux garder les nutriments, etc. Produire plus tout le long de l'année. La polyculture élevage, où on permet de boucler le cycle des nutriments localement. Une partie de la production végétale alimente les animaux et les déjections animales refertilisent les sols, ce qui permet de se passer d'engrais. Et l'agroforesterie qui permet de raisonner plus en 3D, donc de maximiser l'espace utilisé pour la production agricole. Et troisième grande voie, ça va être la reterritorialisation de nos systèmes alimentaires. Donc pour vous illustrer à quel point c'est... La polyculture élevage, quelle proportion ça représente j'ai pas les chiffres, mais c'est très très marginal. C'était le système de production dominant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est très marginalisé. Et dans les régions plutôt montagneuses, quoi, comme en Ardèche. Et en termes de production, dans le global, pareil, en termes de surface et de production, c'est marginal. Le système dominant étant ah merde, j'ai oublié les mots. Chauffer ta maladie. Voilà, les grandes surfaces, la monoculture, voilà. Je reprends. Donc la reterritorialisation des systèmes alimentaires, à quel point on n'y est pas aujourd'hui. Au début du XXe siècle, il y avait 40 000 moulins sur nos territoires. Aujourd'hui, il y en a 400. Aujourd'hui, 50% de la viande provient de 20 abattoirs à l'échelle de la France, toujours. Bon, ça je passe. Je vous laisse lire, je suis un peu à la bourre. Et l'enjeu de reterritorialiser les systèmes alimentaires, ils sont multiples. C'est d'avoir une meilleure souveraineté et autonomie alimentaire au niveau du territoire. Donc c'est quelque chose que j'ai évoqué où le pilotage politique se fait beaucoup à des échelles nationales et européennes. Donc là, c'est de revenir à des raisonnements plus territoriaux, faire de la politique alimentaire à l'échelle des territoires. C'est des facteurs de résilience et de durabilité sociale et économique. Donc on aura une plus grande proportion de notre alimentation qui viendra de nos territoires, donc qui minimisera les distances. Si on est dans un contexte de forte dépendance au pétrole, c'est intéressant. Tout ce qui va être local, circuit court, filière territorialisée, c'est des choses qui sont bien montrées par la littérature scientifique qui
favorise un meilleur partage de la valeur ajoutée, de meilleure gouvernance, un meilleur équilibrage des pouvoirs et de la valeur. Durabilité sanitaire, on a un meilleur contrôle sur les agents pathogènes, etc., qui circulent. Voilà, si on est dans un monde moins ouvert. Là, on peut faire référence à... c'est en lien avec ce qui s'est passé avec la crise Covid. Et c'est un facteur de durabilité environnementale, par exemple, avec déspécialiser les territoires, avoir des territoires qui produisent à la fois de l'élevage et des productions végétales, ça permet de reboucler le cycle des nutriments. Dans le cas extrême aujourd'hui, on a une forte déjection animale des productions porcines en Bretagne, on ne peut rien en faire. C'est trop coûteux de les réacheminer sur d'autres productions végétales, par exemple en Champagne, et donc elles sont perdues dans l'eau, pour caricaturer. Donc ces travaux de prospective sont hyper précieux parce qu'ils montrent que physiquement, théoriquement, techniquement, on est capable de réorienter, de reconfigurer, de reconcevoir nos systèmes alimentaires pour qu'ils réintègrent toutes ces défaillances, qu'ils soient beaucoup plus durables et résilients. Mais malgré ces preuves, on voit bien que c'est des choses qui ne se font pas toutes seules, et notamment parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles et de verrous sociotechniques. Donc ici, si ça vous intéresse, c'est un schéma qui est dans notre deuxième rapport, où on a synthétisé, conceptualisé l'ensemble des verrous. On va en parcourir quelques-uns pour vous voyez de quoi il s'agit exactement. Le premier, c'est la libéralisation du commerce international. Par exemple, en Europe, en fait, on l'oublie, mais on est dans le marché le plus ouvert et le plus libre qui soit, où les marchandises transitent librement. Et là où c'est problématique, c'est que si on imagine par exemple des territoires en France qui veulent développer de l'agroécologie, du local, etc., forcément, on réinternalise les externalités négatives. Je ne sais pas si ce concept vous parle. Les défaillances, et ça a un impact sur le prix économique. Donc c'est plus coûteux à l'achat pour le consommateur, mais dans un marché ouvert, ce genre de produit se retrouve en compétition directe avec des produits moins disants, par exemple, qui vont provenir d'Espagne, qui vont se baser sur du dumping écologique ou du dumping social, voilà, où il n'y aura pas de contrôle, voilà, des conditions de production sur les questions environnementales, sociales, et donc c'est voué à l'échec. C'est une problématique qu'on retrouve un peu avec la bio, où la bio a atteint son maximum de production aujourd'hui, parce que la population qui est prête à l'acheter, pour des questions de valeur, etc., l'ensemble de cette population-là a rencontré son offre, et tant que les produits bio sont en compétition avec d'autres, pour l'autre part de la population, on va plutôt aller sur des produits moins disants. Un autre verrou, c'est l'héritage industriel, autant au niveau des investissements et des emplois. Dans un monde où on envisage de généraliser l'agroécologie, en fait, il y a un ensemble d'outils de production qui vont devenir caducs. Par exemple, ce genre d'hangar pour l'élevage intensif, mais qui représentent d'importants investissements pour leurs propriétaires. Et ces gens-là, il faut les prendre en charge. On ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Ce genre d'outils de production, il faut les revaloriser, on ne peut pas les laisser à l'abandon. Et donc si on veut être sérieux sur la question de la transition agricole, voilà, il faut penser ce genre de choses. Et ça, de manière analogique, ça se pose sur la question de l'emploi. Si on est sur une France où l'alimentation est beaucoup plus végétale, il y a un certain nombre de métiers qui vont devenir caducs ou moins nécessaires, notamment les chaînes d'abattage. Et où là, pareil, si on veut être sérieux, il faut penser les conditions de réorientation de ces salariés-là, les prendre en charge de manière correcte, etc., et pas les laisser sur le bord de la route. Un autre verrou, c'est la précarité alimentaire, qu'on a évoqué déjà comme défaillance. Là où c'est un verrou, donc je l'ai un peu évoqué, c'est que tant qu'on a, en fait, vous l'aurez compris, aller vers la transition agroécologique, réinternaliser les externalités négatives, ça a un impact sur le coût économique. Et donc, tant qu'on a une large part de la population
qui est dans la précarité alimentaire, qui a des difficultés financières, et en plus, dans un monde où cette dynamique de précarisation augmente, en fait, il y a une large part de la population qui est condamnée à ne pas pouvoir avoir accès à ces produits-là. Et du point de vue dans l'autre sens, en fait, on est condamné à avoir une offre de produits durables, locaux, bio, qui plafonne et qui ne peut pas rencontrer une population solvable. Et donc, tant qu'on ne résout pas de manière sérieuse cette équation-là, on ne pourra pas avoir une généralisation de produits durables. Et on va voir en quoi la sécurité sociale de l'alimentation résout ce problème-là juste après. Un dernier verrou qu'on a évoqué, qu'on n'a pas évoqué, un phénomène qu'on a déjà évoqué, mais qui est aussi un verrou, celle de la concentration du pouvoir économique et politique. Donc avec ces acteurs centraux qui concentrent beaucoup de pouvoir politique et économique. Et vous devinez bien que dans le monde alternatif que je vous présente, ce sont des acteurs qui vont être plutôt perdants par rapport aux règles du jeu du système économique actuel en vigueur, capitaliste néolibéral, pour lâcher le mot, et qui n'ont aucun intérêt à perdre du pouvoir et qui mettent en œuvre depuis toujours tout un tas d'actions, de dispositifs pour protéger leurs intérêts, voire qu'ils augmentent. Et donc ça, c'est un important verrou, quoi. Concrètement, ça va être la publicité, les mesures d'opacité, etc. Et dans le même mouvement, en fait, faire peser cette responsabilité des transitions sur les comportements individuels, sur les individus, est un leurre. Parce que, bien sûr, il y a des marges de manœuvre au niveau individuel pour infléchir des choses sur ce qu'on mange, sur le gaspillage alimentaire, etc. Mais en termes de marge de manœuvre, c'est ridicule par rapport au pouvoir qu'ont des gros acteurs comme ceux qui sont présentés ici. Et en fait, on met sur le même niveau un individu avec une entreprise agroalimentaire, et c'est une aberration complète. J'arrive à la fin, donc là ça va être la dernière partie. On va voir très rapidement ce qu'on peut faire concrètement. Généralement, les gens sont un peu désolés, voire frustrés, parce que c'est là où ils ont le plus d'attentes, mais elle est un peu courte. À l'échelle territoriale, c'est quelque chose qui en fait est le propos de notre premier ouvrage vers la résilience alimentaire des territoires, et on liste tout un tas de voies de résilience et de leviers d'action qu'on peut mettre en place au niveau des territoires. Donc quand je dis territoire, c'est communes, interco, départements, régions, et donc qui reflète l'ensemble des maillons du système alimentaire. Donc ça va être voilà, tout un tas de leviers d'action pour augmenter la population agricole, pour préserver les terres agricoles, favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes, adopter une gestion intégrée de la ressource en eau, d'autant qu'il y a plein de compétences au niveau des collectivités territoriales qui se retrouvent ici, de la même manière que pour la gestion des déchets, généraliser l'agroécologie, s'il y a des marges de manœuvre pour faire ça à l'échelle des collectivités, développer les outils locaux de transformation, la logistique, etc. Bon, je suis désolé, c'est une liste à l'après-vert, c'est assommant, d'autant plus à cette heure. Ce que je veux, enfin, comme j'ai dit un peu au début, l'important, c'est pas que vous reteniez chacune de ces mesures précisément, mais que vous ayez cette image, voilà, d'un système de choses à faire, et que vous cartographiez les ressources comme celle-ci, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et il me manque une diapo. Aïe, aïe, aïe. Bon, pas grave, je vais faire 100. Et sur les leviers d'action, le que faire concrètement, je voulais vous parler à l'échelle nationale de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est un projet, donc c'est pas un dispositif, c'est un projet qui est porté par un collectif d'associations à l'échelle nationale dont fait partie les Greniers d'Abondance, et qui propose de créer simplement une nouvelle branche de sécurité sociale, une 6e branche. Donc aujourd'hui, il y en a 5, santé, famille, travail, accident du travail. Vous pouvez m'aider? Ouais, j'oublie toujours. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Et donc créer une nouvelle branche uniquement dédiée à l'alimentation.
Et l'idée, elle serait un peu la même que pour la sécurité sociale de la santé, d'avoir une carte vitale pour chaque individu, qu'importe son âge, tout le monde y a droit, et pour prendre en charge une partie des dépenses alimentaires. Et donc on part sur une estimation de 150 € par mois par personne, ce qui fait 120 milliards par an sur le budget de la sécurité sociale, ce qui n'est pas déconnant. Le budget global de la sécurité sociale avec les 5 branches aujourd'hui, c'est quelque chose comme 500 millions. Donc on est dans des ordres de grandeur pas déconnants. Et l'idée, c'est que chacun irait dépenser ces 150 € dans un circuit dit conventionné. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dépenser ces 150 € n'importe où. On les dépenserait dans des lieux de distribution, des restaurants, voilà, auprès d'acteurs qui répondront à un certain nombre de critères, les critères de conventionnement, qui seraient décidés démocratiquement. Et en faisant le pari de la démocratie, que ces critères de conventionnement flèchent pour de la durabilité, donc environnementale, sociale, sanitaire, etc. Donc du bio, du local, des systèmes qui favorisent une bonne répartition de la valeur ajoutée et du pouvoir entre les acteurs le long des filières, etc. Et donc ça permettrait à la fois de solvabiliser l'ensemble de la population pour qu'ils aient accès à des produits de leur choix, qui ne soient pas imposés, et qualitatifs. Et ce qui permettrait, dans ce mouvement-là, d'enrayer le recours à l'aide alimentaire, là où c'est souvent imposé. Voilà, donc on aurait le choix d'une nourriture de qualité choisie qui correspondrait à nos valeurs. Et ça permettrait, dans un autre mouvement, du point de vue de la production, de pouvoir solvabiliser, enfin non, de généraliser, de sécuriser toute une production pour les agriculteurs qui se lancent dans le bio, etc., d'être sûr de rencontrer une demande, voire même aller sur de la contractualisation, etc. Peut-être je vous perds, mais quand vous utilisez votre carte de votre sécurité sociale de santé aujourd'hui, vos frais de santé ne sont pas remboursés par n'importe qui. Vous allez être remboursé quand vous allez voir le médecin, mais vous n'allez pas être remboursé pour un autre professionnel de santé. C'est que derrière, il y a des critères de conventionnement. Ils ne sont pas décidés démocratiquement, soit, mais c'est exactement le même principe ici. Et donc cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, on la défend au niveau du collectif sur 3 piliers. Donc l'universalité, tout le monde y a droit, qu'on soit enfant, vieux, etc. Tout le monde. Et ça, c'est important, c'est parce qu'on n'est pas sur une politique de pauvres, dédiée aux pauvres, qui est fondamentalement stigmatisante. Et donc c'est lié au fait d'être adossé à un droit émancipateur. Elle repose sur le principe de conventionnement démocratique, et le démocratique est important, donc c'est par le conventionnement démocratique qu'on redonne du pouvoir à l'ensemble de la population, à vous et moi, de décider de qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, en quelle quantité, etc. Et troisième pilier que je n'ai pas évoqué, de la même manière que le régime général tel qu'il a été pensé au début, on est sur un financement, sur la cotisation, c'est-à-dire une part de notre salaire part dans un pot commun et est redistribuée. Et donc là aussi c'est une question de souveraineté et de pouvoir, car on part du principe que c'est vous et moi, l'ensemble de la population qui produit la valeur ajoutée dans notre pays, qui est responsable du PIB, et donc par la cotisation, on décide collectivement de ce qu'on fait de cet argent-là, et notamment pour allouer une partie pour de la solidarité. Donc voilà, ça peut paraître très concept, mais donc c'est une idée qui est en train qui reste marginale, mais qui est de plus en plus médiatisée, pour laquelle on se bat. On commence à rencontrer des députés, et en parallèle, il y a plein d'expérimentations en local qui s'emparent des idées, qui essayent de les incarner sur des territoires. Il y en a plusieurs dizaines aujourd'hui en France. Enfin, il y en a une à Montpellier, la Caisse alimentaire de Montpellier, qui a pas mal été médiatisée. Je vais essayer quand même de vous mettre la diapo, et dont je fais partie.
Et donc voilà, quelque chose qui est très prometteur de cette sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'elle a le mérite d'être quelque chose pour un combat, pas contre quelque chose, mais pour quelque chose, un imaginaire pas si lointain, accessible, qui repose sur de l'existant, le régime général qui a été mis en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et qui a le mérite d'être systémique, c'est-à-dire avec un dispositif, on règle d'emblée énormément de problèmes, quoi, notamment par ce conventionnement en favorisant une production plus durable d'un point de vue environnemental, sanitaire, etc. Excusez-moi. Bon, ça a skippé, je suis désolé. Si ça vous intéresse, vous tapez juste sécurité sociale de l'alimentation sur votre moteur de recherche préféré. Il y a plein d'informations si vous voulez creuser. Et je vais finir là-dessus. Pareil, nos rapports sont disponibles librement sur notre site internet. Donc le premier qui dépeint plus les choses à l'échelle territoriale, le second plus à des échelles nationales. Et donc là, vous avez notre site internet, et si jamais vous avez des questions, soit au niveau de l'association, ou soit à moi directement, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Je sais que